Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Tania de Montaigne sur les planches du théâtre Princesse Grace, l'écrivaine y présentait hier Noir ou la vie méconnue de Claudette Colvin. Cette jeune adolescente avait refusé, tout comme Rosa Parks, de céder sa place à un blanc dans un bus. Qui était-elle? Pourquoi son histoire a été oubliée? Tania de Montaigne nous en dira plus. Coup de projecteur sur ce projet mené au nouveau musée national de Monaco pour mettre les artistes et l'art en lumière. Puis nous accueillerons le philosophe Camille Riquier qui participait hier aux ateliers des rencontres philosophiques de Monaco sur ce thème. Que croire? Qui croire? Nous essaierons ensemble de comprendre les subtilités de la croyance. Du sport toujours avec du football. Bonsoir Frédéric Elion. l'AS Monaco reçoit Clermont dimanche au Stade Louis II. Bonsoir Émilie, ce sera le premier match à domicile pour le nouvel entraîneur belge de l'AS Monaco, Philippe Clément. Après un match nul à Nantes, 0-0, les Monégasques veulent faire le boulot face à Clermont, 15e au classement et deuxième plus mauvaise défense du championnat à l'extérieur. Une victoire et Monaco pourrait intégrer le top 5. C'est une équipe qui essaie aussi de marquer des buts dans le contre-attaque. Pour ça, nous devons être prêts pour ça, mais d'abord être prêts pour essayer de faire plus que nous avons fait à Nantes pour créer plus des occasions. Ça doit être la priorité pour ce match pour nous. Sorti sur blessure à Nantes, Benoît Badiachil devrait manquer plus d'un mois de compétition. Wissam Ben Yedder, Axel Dissassi et Youssouf Fofana étaient eux présents à l'entraînement ce matin. Monaco-Clermont, c'est donc ce dimanche à 15h au Stade Louis II et pourquoi pas après le match profiter d'un concert de l'OPMC, Frédéric. Bartók, Prokofiev, Dvorak, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo propose dimanche à 18h à l'Auditorium Régnier 3 un grand concert, l'Europe de l'Est musicale en ébullition. Un show dirigé par le nouveau directeur musical de l'Orchestre national de France, Christian Matchelarou, avec au violon le soliste ukrainien Valéry Sokolov. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 16 ans, tout comme le port du masque dès 5 ans. Et enfin, la Fondation Prince-Pierre de Monaco a dévoilé le programme de son cycle de conférences pour 2022. Plusieurs rendez-vous seront prévus tout au long de l'année avec le 24 janvier, une conférence au Théâtre des Variétés avec Camille Morino, conservatrice du patrimoine et historienne de l'art. Le thème « Les artistes femmes dans l'art moderne ». Le lundi suivant, le 31, le cinéma sera à l'honneur avec la réalisatrice Mia Hansen-Love qui viendra parler de mise en scène et de conception des plans. Autre rendez-vous le 28 février avec l'écrivain Daniel Pénac ou le 7 juin au Grimaldi Forum en présence de la philosophe et psychologue Vinciane Després. Et l'intégralité du programme est à retrouver sur nos réseaux. Merci Frédéric. On reste dans le domaine de la culture avec ce seul en scène saisissant de Tania de Montaigne. L'écrivaine était au théâtre Princesse Grace hier pour présenter Noir. Elle nous transporte en 1955 en Alabama où naît un mouvement de lutte contre la ségrégation raciale. Tania de Montaigne nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Noir raconte l'histoire méconnue de Claudette Colvin. Qui est-elle et pourquoi avoir voulu parler de cette femme? Alors, qui est-elle? Moi, quand j'en parle, c'est une adolescente qui a 15 ans. Aujourd'hui, c'est une dame qui en a 82, parce qu'elle est toujours en vie. Mais à l'époque où j'en parle, elle a 15 ans. On est en 55, dans l'Alabama aux États-Unis. C'est une jeune adolescente noire, sans histoire. Et elle va faire la même chose que Rosa Parks, mais 9 mois avant. C'est-à-dire qu'elle va refuser de laisser sa place à un passager blanc dans un bus. Et pourquoi l'histoire de Claudette Colvin n'a pas eu un écho aussi retentissant que celle de Rosa Parks alors que les faits se sont déroulés à quelques mois d'écart Oui, à quelques mois d'écart, dans la même ville, même bus, et c'est même Rosa Parks qui va collecter l'argent pour pouvoir payer l'avocat de Claudette Colvin. Donc les histoires sont très proches en termes de temps et en termes de proximité géographique, elles se connaissent. Mais Claudette Colvin ne sera pas choisie par le mouvement des droits civiques, déjà parce qu'elle a 15 ans et qu'ils pensent que c'est trop jeune et qu'à cet âge-là, on peut projeter sur
sur elle plein de choses qui arriveront ou qui arriveront pas, mais en tout cas tous les préjugés que les blancs ségrégationnistes peuvent avoir, sur une adolescente de 15 ans, c'est plus facile de les projeter. Et puis il y a aussi qu'ils cherchent une figure qui soit rassembleuse, c'est-à-dire qui soit enviable pour les Noirs et acceptable pour les Blancs. Et ils se disent que voilà, cette adolescente, elle est très pauvre, elle est très sombre de peau. Et donc ils se disent que c'est pas la personne idéale en fait pour que le mouvement prenne et pour que tout le monde soit derrière elle. Donc ils vont la lâcher. Alors dans Noir, vous mettez le spectateur dans la peau d'un Noir d'Alabama en 1955, dans la peau de Claudette Colvin. Quel message souhaitez-vous transmettre sur scène ? En fait, le message que transmet Claudette Colvin en faisant son geste, c'est-à-dire en choisissant de ne pas céder sa place dans un bus, et donc en étant la première Noire à plaider non coupable et à poursuivre la ville. Ce qu'oblige Claudette Colvin à voir, c'est le fait que cette couleur dont tout le monde dit qu'elle est tellement spéciale qu'elle impose un certain type d'action, un certain type d'endroit où on peut s'asseoir, d'autres pas, et elle, en fait, elle pose une question toute simple qui est la question de la citoyenneté, en fait. Donc elle oblige tout le monde à traverser cette couleur et à se poser la question, est-ce que c'est normal qu'une citoyenne américaine soit arrêtée dans un bus pour un trajet qu'elle a payé? Et elle oblige donc les États-Unis à se prononcer là-dessus. Et donc, quelle que soit votre couleur, si vous répondez oui, c'est normal, ça veut dire que vous-même, vous pourrez être arrêté dans un bus et que ça vous paraîtra logique. Et si vous répondez non, alors là, du coup, vous sortez en fait de la binarité de ce qu'impose la ségrégation et vous êtes obligé de regarder Claudette Colvin pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une citoyenne américaine et un être humain, en fait. Oui, malheureusement, ce message a encore une résonance importante aujourd'hui. Dans l'actualité, puis en règle générale, parce que la question du racisme, elle travaille tout le monde, tout le temps. Donc c'est intéressant quand quelqu'un vous oblige à sortir de ce que vous pensez être une évidence, c'est-à-dire une couleur, ça dirait toute une personne, et elle oblige à dire non, en fait, une couleur, c'est un élément d'une identité de quelqu'un. Mais ça n'exclut pas tous les autres éléments, quoi. Alors il faut savoir que Noir est une adaptation de votre livre paru en 2015 aux éditions Grasset. C'était important pour vous qu'il ait une seconde vie sur les planches. Au départ, vous ne l'aviez pas écrit pour qu'il soit adapté sur scène. Ah non, pas du tout. Puis alors, c'est vraiment pas moi qui ai initié ce mouvement. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait une autre vie, mais c'est vraiment le metteur en scène, Stéphane Fuenquinos, qui, en lisant le livre, s'est dit « Ok, moi j'ai envie de porter cette histoire-là sur la scène et d'être dans la dynamique du livre. » Et c'est pour ça qu'il m'a demandé de, moi, porter ce texte, puisque dans le livre, en fait, c'est cette voix qui est celle de la pièce. Elle est dans le livre déjà, c'est moi qui vous accompagne dans ce trajet pour comprendre, en fait, en quoi ce que fait Claudette Colvin est héroïque. Oui, j'imagine aussi que c'est une belle expérience d'être sur scène, de profiter de la réaction spontanée des spectateurs qui viennent vous voir aussi parce qu'ils ont lu votre livre. Ce qui est super, c'est qu'il y a de tout. Donc, il y a des gens qui ont lu le livre, d'autres qui l'ont pas du tout lu. Et donc, c'est aussi ça aussi qui était intéressant pour moi là, quand j'ai commencé cette aventure, c'était de voir que le théâtre, ça permet vraiment une autre entrée dans le texte. Ça n'a rien à voir. Et que donc, ça permet à des gens qui peut-être lisent pas de s'emparer du texte. Eh bien, merci Tania de Montaigne d'avoir accepté notre invitation pour évoquer Noir, l'adaptation de votre ouvrage sur scène. Merci infiniment. Merci, bonne journée. Intéressons-nous à présent à ce projet instauré par le gouvernement princier, la direction des affaires culturelles et le nouveau musée national de Monaco. Un projet de résidence pour mettre les artistes et l'art en lumière. Plus de détails dans ce reportage de Christinda Thomel. Mettre à disposition des artistes de passage en principauté des résidences pour les héberger et pour laisser libre cours à leur inspiration pour la création. Telle est la volonté première de ce projet. L'intérêt, c'est qu'il fait vivre, bien évidemment, la volonté du prince régnier qui, depuis 1996, avait créé ce quartier pour les artistes, avec à la fois donc 10 ateliers d'artistes et une salle d'exposition. Il y a la possibilité d'une immersion totale pour donc créer un projet qui sera à l'image de la principauté, c'est-à-dire à la fois dans le respect de l'environnement, mais aussi dans le respect du patrimoine.
Artiste et architecte de renom, le projet de Guillaume Aubry répond parfaitement à ce souhait. Actuellement abrité dans l'une de ses résidences mises à la disposition des artistes de passage à Monaco, Guillaume Aubry, inspiré par ses recherches et ses créations autour du soleil, a imaginé un projet de café éco-responsable pour la Villa Paloma. Le point de départ du projet, c'était donc de partir de cet élément qui est juste derrière moi, qui est un four solaire, qui récupère donc la luminosité du soleil et qui crée un point chaud central qui peut monter à 200-300 degrés et qui permet de faire bouillir, de faire cuire, de faire réchauffer, de faire mijoter. Et donc tout le pavillon, tel que je l'ai imaginé jusque-là, a une espèce de contre-courbe qui donc fait face au sud et qui va comporter 6 fours solaires qui vont du coup s'activer les uns après les autres sur toute la journée. Une carte qui proposera des produits qui sauront s'adapter à cette contrainte de typologie de cuisson. Des produits régionaux et bio, cuit grâce à l'énergie solaire, un projet de café respectueux de l'environnement qui devrait voir le jour au début de l'été à la Villa Paloma. Tous les jeudis, l'artiste invite également les collégiens à réfléchir à ce que le mot « collectionner » signifie lorsque l'on est artiste. Ils ont élaboré ensemble un projet sur les couchers de soleil pour donner vie à un article Wikipédia. Les rencontres philosophiques de Monaco proposaient hier leur premier rendez-vous de l'année, un atelier sur la croyance animé par le sociologue Laurent Cordonnier et le philosophe Camille Riquier. Ce dernier est en duplex avec nous. Bonsoir Camille Riquier. Bonsoir. Que croire, qui croire, c'était l'intitulé de cet atelier, un vaste thème. Comment l'avez-vous traité et surtout, comment définir cette notion de croyance ? Oui, alors la question était très vaste. Et même à la rigueur, que croire, qui croire, la difficulté commençait par là. Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien qui ne soit susceptible d'être l'objet d'une croyance. Il n'y a personne qui soit effectivement non plus susceptible de pouvoir être cru. Aujourd'hui que les religions se sont comme effacées, eh bien le marché des croyances s'est élargi. Et donc tout peut être cru jusqu'aux choses les plus farfelues. Et croire, c'est aussi attacher une valeur de vérité en fait à ce que l'on nous dit. Lorsque nous parlons d'un marché des croyances, ce qu'Internet a rendu possible, eh bien, au fond, c'est une manière de mettre les croyances ou la croyance en concurrence avec ce qui était jusqu'ici un savoir et un savoir appuyé sur des institutions. Il y a eu comme une sorte de court-circuitage des anciennes institutions du savoir, l'école, les universités, mais aussi les médias traditionnels dont vous êtes, qui d'une certaine manière n'ont plus l'autorité pour tous du savoir qu'il propose. Et donc il y a en concurrence d'autres circuits et d'une certaine manière, voilà, des croyances tout d'un coup deviennent pour certains des connaissances, des savoirs qui sont susceptibles de pouvoir être mis en concurrence. Ça peut donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui les complotismes, le conspirationnisme, mais qui, si je puis dire, se donne un vernis rationnel pour paraître aux yeux de certains comme des connaissances presque avérées. Oui, on le disait, c'est un vaste thème, mais un vaste thème d'actualité. Qui aurait soupçonné au XXe siècle que les croyances allaient revenir de façon aussi spectaculaire ? Jusqu'ici, on va dire, dans les 3 siècles précédents, on a toujours cru que le savoir allait progresser, et à mesure, si je puis dire, qu'il allait gagner du terrain, eh bien, c'était au détriment des croyances qui, elles, en quelque sorte, allaient diminuer. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que les croyances reviennent comme jamais, et que des choses qui jusqu'à présent étaient caduques, enfin ou semblaient l'objet de superstitions passées, reviennent sur le devant de la scène. Et c'est peut-être la chose la plus étonnante que de voir, voilà, ce retour de crédulité, pourrait-on dire, dans notre XXIe siècle, pourtant si moderne. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite entre la croyance et la connaissance de la vérité, que les deux sont liés en fait. Oui, et même peut-être que le danger, c'est de les opposer l'un à l'autre, comme si ils étaient ou ils se plaçaient sur le même terrain. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, celui qui croit ignore peut-être qu'il croit, et le plus étonnant, c'est que et la crise sanitaire, au fond, a précipité un peu la chose. C'est qu'au sein même des institutions du savoir, comme la médecine, il y a eu des clivages qui se sont montrés d'ailleurs de manière publique, de telle sorte que les médecins, les uns et les autres, se renvoyaient
le nom de charlatan, de croyant, comme une injure, ce qui avait pour effet, si je puis dire, même au regard de l'opinion publique, de dévaloriser la science. Ça veut dire qu'il y a désormais, à cause de cela peut-être, aussi un déficit de confiance à l'égard de la science. Donc oui, il y a eu un véritable préjudice aussi qui a été porté à l'égard de la connaissance comme telle, ne serait-ce que par cette opposition, ce conflit permanent aujourd'hui auquel on assiste. Vous parlez de déficit de confiance, mais le croire en soi, là, il n'y a pas de preuves à fournir pour se convaincre. Alors, encore faut-il avoir confiance en soi, ce serait effectivement la meilleure solution que... Oui, tout est lié. Probablement qu'il y a à la fois une défiance, une méfiance à l'égard de l'autre, mais peut-être aussi qui est parallèle à ce manque de confiance en soi qui fait que on va trouver aussi sur Internet des croyances refuges, en quelque sorte, qui nous permet de mieux maîtriser ce monde qui de plus en plus nous désoriente. Et d'avoir confiance. Est-il possible, Camille Riquier, de vivre sans croyance ? Non. Ce serait peut-être d'ailleurs une des erreurs que nous a légué le grand rationalisme du XVIIe siècle, c'est de croire que le savoir pouvait supplanter la croyance. Probablement que ce sont deux choses au fond très différentes et que on ne peut pas vivre sans croire, ne serait-ce que croire en l'existence du monde, croire en l'existence des autres, avoir confiance en fait tout simplement. Nous passons notre temps au fond à croire et c'est probablement aussi une nécessité vitale. Eh bien, merci beaucoup Camille Riquier d'avoir été avec nous ce soir pour éveiller un petit peu notre réflexion sur la croyance. Merci infiniment. Merci à vous. Place à présent à vos prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour le début du week-end, Frédéric ? Les journées se suivent et se ressemblent, Émilie, avec encore un grand soleil toute la journée, peu de vent et quelques rares nuages. Côté température, il fera 6 degrés le matin et 12 l'après-midi. Samedi 15 janvier, nous fêterons les Rémis. Une pensée donc pour tous les Rémis. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Manuel Vitali et cette victoire importante de la Roca Team face au Bayern Munich hier. Grâce à ce succès, les hommes d'Obradovic peuvent encore croire à une qualification pour les phases finales de l'Euroleague. Dans quelques instants, retrouvez le magazine Asphalt, présenté par Vanessa Dessy, avec aujourd'hui l'essai de la Bentayga, le premier SUV hybride de Bentley. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.